on va démarrer l'histoire ensemble et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous détendre. Coucou, merci beaucoup Tergus, merci beaucoup pour ton cœur. Comment ça va? Bienvenue à toi sur le stream. Bienvenue. Alors, je suppose que vous connaissez déjà tous plus ou moins l'histoire d'Harry Potter. Super, merci, j'espère que toi aussi. Oui, ça va, merci beaucoup. J'ai passé une très bonne journée. Il faisait froid dehors, et là maintenant, on est au chaud. Ça fait du bien. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1. Le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Et merci à toi, Tergus, d'avoir partagé le live. Merci beaucoup, c'est très gentil. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'il puisse se trouver impliqué dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. Hello Fidèle, hello, bienvenue à toi. Bonsoir Iliana, bonsoir à vous. Installez-vous bien. Hello, hello, bienvenue. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des berceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Ça va bien, merci Liana, merci beaucoup. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort
ne l'avait jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque Monsieur et Madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler. Et oh, merci beaucoup, Tercus. Merci beaucoup pour tes bracelets. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci infiniment. Et Madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette Hulotte au plumage mordoré qui voleta devant la fenêtre. À 8h30, Monsieur Dursley prit son attaché-caisse, déposa un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, Monsieur Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré assis au coin de Privet Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. Monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque
chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de berceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les berceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. Monsieur Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces Olibrius qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. Monsieur Dursley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Merci beaucoup, Ragnard, pour ton cœur. Merci beaucoup et bonsoir à toi. Bienvenue à toi ce soir. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vert émeraude. Quelle impudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, Monsieur Dursley se rangea dans le parking de la Grunnings. Les berceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 9e étage, Monsieur Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. Si l'on avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses berceuses ce matin-là. Il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour, mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. Merci beaucoup, Ragnard, pour ton cœur. Merci beaucoup. C'est adorable de ta part. Et merci, Polly, pour ton follow. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup à vous. Monsieur Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal, et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires
l'air surexcité, et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les poteurs, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose. Mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchit. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Merci beaucoup d'aimer le live, vous êtes très gentil, merci à vous. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là, mais enfin, quand même, tous ces gens vêtus de capes. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur les berceuses. Et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qui avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que Monsieur Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire, tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. Merci beaucoup, Ragnar, pour ta rose. Merci à toi.
Monsieur Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé Moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison, en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de la rue, la première chose qu'il vit et qui n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat, et l'on reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, oust !» s'exclama Monsieur Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. Monsieur Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Madame Dursley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot. Veux pas. Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde. Et après que Dudley eut été mis au lit, il entra juste à temps dans le salon pour voir la fin du journal télévisé. D'après des témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement, pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant un sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors, Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hibou au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais
bien incapable de vous le dire. Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été le seul à se comporter d'une étrange manière. Des téléspectateurs qui habitent dans des régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte est de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues pour aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il des feux de joie de la nuit du 5 novembre, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays, des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de capes, et ces murmures sur les poteurs. Madame Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Pétunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont dit un truc bizarre à la télé, grommela Monsieur Dursley. Des histoires de hiboux, d'étoiles filantes. Il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors, lança Madame Dursley. Rien, je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. Madame Dursley retroussa les lèvres en buvant son thé à petites gorgées. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom des poteurs. Il préféra s'en abstenir. D'un air aussi détaché que possible, il dit: leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley, non? J'imagine, répliqua Madame Dursley avec raideur. Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça? Harry, un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit Monsieur Dursley, en sentant son cœur s'arrêter.
aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leurs espèces, et ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter. Et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que Monsieur Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il restait assis, immobile comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Privet Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine, ni quand deux hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Privet Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol, et chaussé de bottes à hauts talons, munies de boucles. Merci beaucoup, Andrea, pour avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Ses yeux bleus et brillants et étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat, qui avait toujours le regard fixé sur lui. Merci beaucoup, Romain, d'avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Le chat, qui avait toujours le regard fixé sur lui, à l'autre bout de la rue, pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna: « J'aurais dû m'en douter.
passage intérieur. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit alors avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même Madame Dursley et ses petits yeux de fouine, aurait été incapable de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, » dit-il. Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère, avec des lunettes carrées qui avaient exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape d'un vert émeraude. Ses yeux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, répondit le professeur McGonagall. Toute la journée, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. Oui, oui, je sais, tout le monde fait la fête, dit-elle avec agacement. On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. Je l'ai entendu moi-même. Ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Merci beaucoup, Poule, pour avoir suivi la chaîne. Merci à toi, c'est très gentil. Les
moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est encore un coup de Dédalus d'Eagle. Et il n'a jamais eu beaucoup de jugeotes. On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. Je sais, répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère, mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle de se promener dans les rues en plein jour, à s'échanger les dernières nouvelles sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il allait dire quelque chose. Mais il garda le silence. Nous serions dans de beaux draps, reprit-elle alors, si le jour où vous savez qui semble enfin avoir disparu. Les moldus s'apercevaient de notre existence. J'imagine qu'il a vraiment disparu, n'est-ce pas, Dumbledore? Il semble qu'il en soit ainsi, en effet, assura-t-il. Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Que diriez-vous d'un esquimau au citron? Un quoi? Un esquimau au citron. C'est une friandise que fabriquent les moldus. Et je dois dire que c'est plutôt bon. Merci, pas pour moi, répondit froidement le professeur McGonagall, qui semblait estimer que le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti, mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrait pas hésiter à prononcer son nom, ne croyez-vous pas? Cette façon de dire tout le temps « vous savez qui » n'a aucun sens. Pendant 11 ans, j'ai essayé de convaincre les gens de l'appeler par son nom. Voldemort. Le professeur McGonagall fit une grimace, mais Dumbledore, qui avait sorti 2 esquimaux au citron, ne parut pas le remarquer. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua McGonagall, qui semblait moitié exaspérée, moitié admirative. Mais vous êtes différent des
ravissant. Le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent, déclara-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition, ce qui a fini par l'arrêter. Apparemment, le professeur McGonagall venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur, la véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée, assise sur un mur glacial. Car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre Esquimau et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow pour y chercher les Potter. D'après la rumeur, Lily et James Potter sont... Enfin, on dit qu'ils sont morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur McGonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James, je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas l'admettre. Oh, Albus. Dumbledore tendit la main. Excusez-moi, il est bientôt 23h. Et je crois que mon chat va manger ses croquettes. Je crois que nous allons faire une petite pause, le temps que je nourrisse le chat. Je vais lui donner à manger. Pardon, je vais lui donner à manger et je reviens tout de suite pour continuer la lecture. Je m'excuse.